Bienvenue, si vous nous rejoignez sur Mekouba Télévision, c'est l'heure de vous informer. Au sommaire de ce grand direct, une accalmie précaire s'observe depuis près de 4 mois maintenant dans plusieurs agglomérations du territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, et ce après la signature des actes d'engagement de cessez-le-feu par les miliciens de la Codeco. Pour pérenniser cette paix, le chef Walendou Tatsi propose des dialogues entre les communautés aux côtés du programme DDRCS en vue d'une réponse favorable au conflit de l'Ituri. Vous allez le suivre, ça sera dans ce journal. Et puis la commission emploi de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a eu une séance de travail avec une délégation de la GECAMINE pour évaluer les revendications des agents journaliers de cette entreprise de Choponto située à Likasi qui accuse 7 mois d'impaiement. Le compte-rendu de cette rencontre de travail, c'est tout de suite dans ce grand direct. Dans la province du Lualaba, nous parlerons de la direction provinciale de l'assainissement qui a poursuivi ce 22 novembre la campagne de reboisement sur les avenues dégarnies de la ville de Kolwezi. Une campagne qui avait pour but de sécuriser les habitants contre les intempéries, mais également d'atteindre l'objectif d'1 milliard d'arbres plantés d'ici 2030. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Mekouba Télévision. Il y a 10 ans de cela, le M23 prenait le contrôle de Goma, capitale du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Une décennie plus tard, ces rebelles sont à nouveau aux portes de cette ville. À en croire le porte-parole du gouvernement, il ne sera pas facile pour le M23 d'atteindre le chef-lieu du Nord Kivu. Une nouvelle tentative de médiation doit s'ouvrir à Nairobi sous la conduite de la communauté d'États d'Afrique de l'Est pour la paix, affirme le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya. Suivez ses propos dans cet extrait de l'émission Débat sur France 24, choisi pour vous par notre reporter Olivier Capanza. Les forces sont localisées à une vingtaine de kilomètres de Goma, évidemment, et les dispositifs sont en place de nos forces armées pour que cela n'arrive pas. Et je crois que dans le jour qui vient, parce qu'il y a le déploiement de la force régionale qui va commencer, ce n'est pas évident qu'ils pourront atteindre la ville, mais on ne sait jamais parce que la stratégie de la violence clairement choisie par le Rwanda n'a visiblement pas de limite au regard même de tout ce que vous avez montré dans vos images tout à l'heure. Ces femmes, ces hommes, ces jeunes enfants qui sont obligés d'errer dans leur propre pays parce que simplement il y a des appétits économiques non assouvis. C'est le temps que cela s'arrête et c'est les messages que nous avons passés. Nous considérons que les vrais mobiles de ces combats, il est économique. Les Rwandais devaient être en mesure d'arrêter cette forme de combat pour que nous puissions, dans la paix, comme le président de la République le porte depuis son arrivée à la tête de ces pays, reconstruire la région de Grand Lac et voir dans quelle mesure nous pourrons consolider les échanges entre les différentes communautés des différents pays. Aujourd'hui, il existe une loi de programmation au niveau de l'armée. Aujourd'hui, il y a un haut commandement militaire qui a été à peine nommé il y a 1 mois et demi et nous faisons justement face à cette guerre parce que la volonté, c'est de ne pas nous laisser de manière sereine reconstruire notre armée qui sera notre appareil de défense et qui sera dissuasif vis-à-vis de toutes ces intentions bien connues expansionnistes du Rwanda. Et donc, nous reconnaissons qu'il y a ce travail qu'il faut faire, nous y travaillons et nous pensons que si nous avons la sérénité qu'il faut, nous serons en mesure de relever les défis de notre armée. Ce n'est pas une fatalité les défis que nous connaissons aujourd'hui. Même démarche entreprise ce lundi par le Sénat congolais dans une déclaration autour de la chambre du président plutôt de la chambre haute du Parlement. Les sénateurs ont carrément demandé au gouvernement congolais de suspendre la participation du pays aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie, que d'aucuns appellent déjà la francophonie, à cause de son silence et sa passivité par rapport à la situation qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les élus des élus vont même plus loin en exigeant la généralisation de l'enseignement en anglais à tous les niveaux de l'éducation congolaise. Suivez. Face à l'injustice et au traitement discriminatoire à l'égard de la RDC, pourtant membre à part entière des Nations Unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation se joignent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie et la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation
encouragent et apportent leur soutien à nos forces armées et de sécurité en vue de la victoire sur l'ennemi. Les sénateurs de l'Union sacrée de la nation invitent le jeune Congolais, avenir de demain, à s'enrôler dans nos forces armées en vue de protéger la nation et l'intégrité du territoire national. Les sénateurs invitent tous les Congolais à plus de patriotisme, demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Les sénateurs de l'Union sacrée de la nation expriment leur compassion envers les populations meurtries et en errance. Et selon ces sénateurs, la passivité de la communauté internationale sur l'agression du Rwanda en RDC serait la raison majeure de cette demande du retrait de la francophonie. Quel impact pourrait avoir cette décision sur la vie politique, diplomatique et même sécuritaire de la République démocratique du Congo? John Daïlé, notre reporter, a fait réagir des analystes politiques. Suivez. La passivité de la communauté internationale dans le processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo, où les groupes armés dont les terroristes du M23 sèment la terreur, a motivé les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation à faire une déclaration au gouvernement congolais lui demandant de se retirer de la francophonie et de généraliser les enseignements en anglais au pays. Pour Sami Kayombo, analyste politique du Lualaba, la proposition des sénateurs congolais vaut la peine, car la francophonie ne nous aide en rien. La francophonie nous a déçus parce que elle ne nous a pas soutenus dans la situation où nous sommes victimes de l'agression du Rwanda. Bon, moi, je crois que c'est mieux de faire plutôt comme le font les autres pays francophones d'Afrique, qui sont en même temps membres de la francophonie, mais aussi en même temps membres du Commonwealth. Mais je crois que là où nous devons plus jouer notre rôle, c'est au niveau de la diplomatie. Nous devons faire en sorte que nous ayons une diplomatie je dirais agressive. Sans cela, nous allons continuer à nous plaindre. La RDC ne perdra rien si elle s'aligne sur le rang des pays anglophones et adopter l'anglais comme langue officielle, a-t-il ajouté. Adopter l'anglais aujourd'hui comme l'une des langues officielles de la RDC, je trouve aussi que c'est très pertinent, c'est très positif parce qu'aujourd'hui l'anglais est plus parlé à travers le monde que le français. Le français, dans beaucoup de cas, on dit même que c'est une langue qui est en train de disparaître. Et dans les échanges commerciaux internationaux, dans tous les forums internationaux, c'est l'anglais qui est la première langue qui est pratiquée. La paix étant recherchée par tous, le gouvernement de la RDC doit faire confiance à son armée et de l'outil pour vaincre l'ennemi, car on ne fait pas confiance à l'inconnu, a renchéri cet analyste politique. Et puis, placé sous l'égide de la communauté des États d'Afrique de l'Est, les pourparlers entre le gouvernement congolais et les groupes armés devraient normalement démarrer ce lundi 21 novembre dans la capitale du Kenya. Mais jusque-là, aucun signe de vie. Bien avant cela, le gouvernement congolais avait posé des préalables pour une négociation avec le M23. Ce rendez-vous qui se veut inclusif, va-t-il apporter quelque chose de nouveau ou ce serait juste des simples intentions pour une sortie de crise? Quelques analystes politiques s'expriment ici dans ce récit de Dorsam Tebiav. Le gouvernement congolais écarte toute possibilité d'une négociation avec les rebelles du M23 qu'il considère comme un mouvement rebelle terroriste alors que les AC souhaitent plus d'inclusivité, une position saluée par Dan Sumbu et Sami Kayombo, tous analystes politiques. Et d'ailleurs c'est quelque chose à saluer, c'est vraiment un acte vraiment de bravoure qu'a démontré notre gouvernement en restant constant en fait, sur sa position de ne pas fléchir aux caprices du M23. C'est une position que moi je félicite parce que beaucoup de gens semblent ne pas comprendre que notre pays est victime d'un complot international. Les échecs des récentes négociations caractérisées par l'hypocrisie des parties prenantes dont la communauté internationale sont une motivation pour la RDC de ne pas s'illustrer dans une nouvelle aventure. On doit rester prudent en fait.
nous, ici en RDC, on peut être animé de toutes les bonnes intentions du monde, mais tant que nos voisins ne seront pas animés de cette même intention, de ces mêmes intentions, je crois qu'on va toujours tourner autour du pot. Même s'il faut négocier, parce que la négociation va nous éviter d'autres conséquences liées à la guerre, mais nous devons quand même rester déterminés et démontrer que nous sommes en mesure de nous battre et de nous défendre face à l'agression, plutôt que de continuer de négociation en négociation, qui d'ailleurs n'offre pas la garantie que les autres vont respecter les termes de ces négociations. Le gouvernement doit plutôt renforcer l'armée au lieu de rester focus sur l'appui extérieur. C'est comme ça que je ne considère pas que c'est que le travail qui est fait par les étrangers soit un travail naturellement profitable à la RDC si la RDC ne sait pas se défendre, ne pas défendre ses intérêts. Aussi longtemps que nous n'aurons pas une armée professionnelle, une armée suffisamment motivée, nous serons toujours en position de force et ce sont les autres qui vont nous dicter leurs lois. Le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda ainsi que la communauté internationale, leur jeu de sapeurs-pompiers est une façon de se moquer des Congolais. Seule une armée républicaine va faire respecter la RDC, ont conclu ces analystes. Je voulais annoncer en titre, une accalmie précaire s'observe depuis près de 4 mois maintenant dans plusieurs agglomérations du territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Ceci après la signature des actes d'engagement de cesser le feu par les miliciens Codeco. Pour pérenniser cette paix, le chef Walendu Tati propose des dialogues entre les communautés et du côté du programme de DDRCS en vue d'une réponse favorable au conflit en Ituri. Joël Mandé Lonima est ici dans ses propos recueillis pour vous par notre correspondant depuis la province de l'Ituri, Marcus Jean-Loïca. Le gouverneur présent qui a compris le contexte de l'Ituri et qui est entré dans le processus de dialogue. Il a mis les moyens pour nous et on a commencé la sensibilisation. On a rencontré beaucoup de gens par rapport aux groupes aux armées Codeco qui nous envahissent, qui nous créent beaucoup de problèmes. Mais heureusement, cette fois-ci, ils ont écouté. Voilà, cette accalmie se résume vraiment. Après 3 mois, 4 mois, nous sommes très calmes. Le problème de l'Ituri n'est pas comme le problème de Nord Kivu. C'est très différent. Nous étions décorés à Kinshasa et on nous a parlé de la situation de l'Ituri. Tout le monde maintenant a compris la situation de l'Ituri. Le problème de l'Ituri, c'est nous-mêmes les Ituriens. Que tu sois parmi les 21 communautés, c'est nous-mêmes, nous devrons nous consulter, nous parler à face des vrais problèmes de l'Ituri. Ce n'est pas comme les groupes armés étrangers qui viennent nous déranger. Ici, ce sont les groupes locaux. Nous devrons d'ailleurs éviter la création de plusieurs groupes locaux. Ça nous perturbe. Nous devrons trouver des solutions, des problèmes à nos problèmes, nous-mêmes des Ituriens. Le gouvernement a fait beaucoup de choses. Il a déployé les moyens, mais nous-mêmes les Ituriens, nous étions là pour détourner l'effort même du gouvernement. Voilà, aujourd'hui, le gouvernement a compris les problèmes de l'Ituri et nous-mêmes, nous devrons passer dans le format qu'on appelle le dialogue. Nous devrons parler les francs. Et c'est ces francs-là qui vont ramener la paix complètement dans notre territoire et dans notre province. Dans le Nord Kivu, les troupes kenyanes arrivées à Goma dans le cadre de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est ont commencé des patrouilles mixtes avec les forces armées congolaises pour la sécurisation de la ville de Goma. Ces propos sont du commandant de cette force, le général-major Jeff, après sa première rencontre ce mardi avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant. Selon lui, la planification est en cours pour une bonne préparation des opérations conjointes avec les FARDC contre les terroristes du M23 dans le territoire de Rutshuru et de Nirangongo. Des détails dans cette correspondance de Patrick Sialoua. Au gouvernorat des provinces ce mardi, le général-major Jeff Nyaga, chef commandant de la force conjointe de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, reçu en audience par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Constant. La population me pose beaucoup de questions, comme vous savez. Le contingent kenyan est arrivé. Que vont-ils faire exactement? Le général nous a rassurés. Il est arrivé déjà avec sa troupe, et ce n'est pas tout. Le reste de la troupe va suivre, et aussi les matériels majeurs. Ensemble avec les FARDC,
Je crois qu'ils vont d'ici là se déployer pour faire leur travail. Interrogé par la presse sur le déploiement des unités kenyanes au front contre les M23 dans le cadre de la force sous-régionale de l'EAC, le général-major Jeff Nyaga réplique en ces termes. Lazima kila kitu kiende kwa mpangilio. Otherwise kama tukikimbia vita sio uji tuseme kwa kifupi. Tout s'est fait sur base d'une bonne préparation. La guerre n'est pas une blague. Il faut des stratégies, avoir un quartier général, de planification et de suivi des opérations. Et je voudrais dire, les militaires kenyans sont ici pendant combien de temps pour que cette question se pose? Cette guerre à l'est de la RDC vient de faire plus de 20 ans. Nous ne sommes qu'à 8 jours de notre déploiement. Il nous faut alors une bonne planification, car si nous nous précipitons, nous pouvons causer plus de dégâts au lieu de résoudre les problèmes. Na sisi tumekuja hapa nadhani ni siku ya 8 tukiwa hapa. Kwa hivyo lazima tuwe na mipangilio. Manake tukikimbilia tena pale tunaweza kusababisha maafa zaidi kuliko kusaidia hali. Des patrouilles mixtes FARDC et la force kenyane s'effectuent déjà dans la ville de Goma pour se rassurer que le chef-lieu du Nord Kivu est en sécurité, conclut les forces commanda. Changeons de chapitre, la commission d'emploi de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a eu une séance de travail avec une délégation de la GECAMIN afin d'évaluer les revendications des agents journaliers de l'entreprise de Choponto située à Likasi qui accuse 7 mois d'impaiement. Au sortir de cette séance, l'honorable député Katwe ainsi que Ekuchu Ndenge, représentant du DG de la GECAMIN, se sont tour à tour exprimés à la caméra de notre correspondante depuis Lubumbashi, Ida Chileu. C'était une motion d'information des agents journaliers de l'entreprise Choponto. Choponto est sous-traitant ou bien entrepreneur au sein de la GECAMIN et que ces agents aujourd'hui qui se voient orphelins, c'est-à-dire ne retrouvent pas la responsabilité de leurs parents qui est Choponto. Aujourd'hui, ces agents accusent 7 mois d'impaiement et ce sont des vies, ce sont des foyers qui sont mis vraiment en danger et leurs enfants ne partent pas à l'école. Voilà pourquoi besoin était de chercher en premier lieu l'entrepreneur Choponto qu'on n'a pas retrouvé jusqu'à présent et nous sommes dit que la GECAMIN pouvait venir éclairer notre lanterne et nous avons échangé sur cette question en particularité, mais généralement aussi sur la question liée au contrat des autres entrepreneurs pour éviter que cas pareil puisse nous arriver un jour. GECAMIN est venu répondre à l'invitation de l'honorable président de la commission provinciale de l'emploi. Nous sommes venus d'abord maîtriser le problème de l'entrepreneur Choponto. Alors, nous avons l'information, nous allons donc mûrir la question et certainement revenir prochainement pour proposer des pistes de solutions acceptables dans le respect de la bonne gouvernance nous dictée et bien suivie par l'inspection générale des finances. Nous n'avons pas allé au-delà de ce prescrit. Et voilà, pour le moment, nous sommes venus comprendre la question. Et nous rentrons chez nous, mûrir cette question et revenir prochainement pour des solutions éventuelles, donc pour apaiser toutes les parties. Parlons également de cette belle prise des services de sécurité du Haut-Katanga Groupe de bandits à main armée. Ces derniers ont été présentés au vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Parmi ces hommes arrêtés, plusieurs repris de justice. C'est ce que nous dit ici Ida Chileu dans ce reportage. C'est une belle prise qu'ont réalisé le service de sécurité du Haut-Katanga conduit par le commissaire provincial de la police, Norbert Ilunga Katambwa. Ils ont réussi à mettre la main et à présenter au vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba 2 vagues de bandits à main armés et des voleurs de câbles électriques de la SNEL. La première vague constituée de 7 groupes avec au total 37 criminels qui opéraient notamment à Lubumbashi et à Kasumbalesa et c'est dans toutes les communes.
Ils sont pour la plupart des repris de la justice, dont Chikuta Mukendi Malaba alias Malabar, un compagnon du célèbre bandit Amer Mekabengele aujourd'hui en fuite. Dans leurs opérations, ils utilisent des armes à feu, de marteaux et autres objets pour casser de vitres de maisons visitées. Certains d'entre eux ont été capturés en possession de leur butin, comme des téléviseurs, ordinateurs, de baffles et autres. La deuxième vague a été composée des voleurs de câbles électriques sectionnés sur le réseau de la SNEL. C'est à Kasumbalesa qu'ils ont été cueillis. Après avoir rendu hommage au service pour leur travail abattu, le numéro 2 du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, émit les vœux de voir la justice se saisir de ces cas afin que la quiétude règne parmi les paisibles citoyens. Pour des chapeaux à tous les services, au commandant de la police ainsi que tous ses collaborateurs, pour ce travail qu'ils sont en train d'abattre. Il y a encore d'autres qui sont en train encore de semer la terreur et que nous demandons encore au service de multiplier les efforts pour les déférer encore devant la justice. La justice va faire le travail qu'il faut pour que ces gens-ci puissent comprendre à la fin qu'ils ne doivent plus faire ce qu'ils sont en train de faire. Les recherches se poursuivent pour mettre la main sur d'autres criminels en cabale ou encore non identifiés. Dans le Haut-Katanga, toujours, les ministres et commissaires provinciaux étaient ce mardi 22 novembre en réunion du gouvernement sous la direction du vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfoua. La situation sécuritaire de la province, l'analyse du projet dédié portant budget de la province exercice 2023 sont entre autres les quelques points traités au cours de ce conseil des ministres. En voici le compte-rendu avec Joseph Arch Kayumba, ministre provincial de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Katanga. 1. Situation sécuritaire. Ayant reçu la parole, le ministre provincial en charge de l'Intérieur a fait au Conseil l'économie de la situation sécuritaire de la province. Celle-ci demeure relativement calme, nonobstant la recrudescence du banditisme urbain dans les grandes agglomérations de la province, Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Poursuivant son intervention, il a informé les conseils que des efforts devront continuer à être déployés pour rassurer davantage des nuits paisibles à notre population, surtout en cette période où nous nous approchons des festivités de fin d'année. Le ministre de l'Intérieur a évoqué la question de sécurité des transporteurs de grands camions avec lesquels nous partageons les intérêts communs en tant que membres de la sous-région de la SADC. À noter également que le Conseil de ministres est revenu sur les incidents malheureux survenus dans la ville de Lubumbashi après la marche de soutien au commandant suprême de FARDC et de la PNC, ainsi qu'à nos forces armées, où l'on a assisté à des actes de vandalisme. Après débat et délibération, le Conseil a instruit le ministre provincial en charge de l'Intérieur de diligenter des enquêtes rapides pour établir les responsabilités tant au niveau des services de sécurité qu'au niveau de tous les délinquants en vue de les déférer vers les instances judiciaires pour qu'ils soient soumis à la rigueur de la loi. 2. Analyse de l'avant-projet des 10 portant budget de la province, exercice 2023. De manière synthétique, le ministre provincial en charge du budget a circonscrit les budgets 2023 en dépenses et en recettes à 1341 milliards 689 millions 888 737 francs congolais. Après débat et délibération, le Conseil a adopté les 10 avant-projets, article par article, lesquels sera envoyé à l'Assemblée provinciale pour examen. Et puis il s'est tenu ce lundi à Kananga une plénière à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Cette dernière avait au total 2 points à l'ordre du jour. Il s'est agi de l'adoption sur PV de la précédente session ainsi que la question orale adressée au ministre provincial de l'Éducation. Soleil Thomas Mouchika, notre correspondant, nous en dit plus. Grand-papa
L'auteur de cette question orale avec débat, le député provincial élu de la circonscription électorale de Kazumba, Bobo Kayombo Nyoka, veut avoir du ministre provincial de l'Éducation des explications claires et nettes à travers ses préoccupations. Il s'agit de 1. L'application de la circulaire portant interdiction de verser 10% des salaires par les enseignants à leur communauté et ou réseaux scolaires respectifs. 2. Finalité, de frais de fonctionnement que l'État verse régulièrement aux établissements scolaires en province. 3. L'effectivité du bénéfice de la prime de gratuité par les enseignants. Prenant pour sa part la parole, Marie-Jeanne Tudumouanamunda, ministre provinciale de l'Éducation, a apporté quelques explications à la représentation du peuple en ces termes. En guise de réponse, cette pratique illicite est strictement prohibée à l'université. Elle se passe la nuit ou dans les mois. Tant qu'il n'y a pas de données statistiques de base et des indicateurs ciblés en cette matière, il est difficile de valider les taux. De réponses qui ont suscité plusieurs questions auprès des députés provinciaux. Vous, en tant qu'exécutif, que faut-il faire pour décourager ces pratiques qui du reste déstabilisent le formateur de futurs cadres de notre province? Marie-Jeanne Tudumouanamunda a sollicité et obtenu à la plénière de revenir répondre ce mercredi aux préoccupations des députés. En prélude du lancement incessamment des activités minières artisanales au centre de négoce de Moussompo, logé au village Misamba, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics a dépêché son directeur de cabinet pour effectuer un état des lieux de l'infrastructure sur instruction de l'autorité. Je propose de suivre ici cet élément de reportage extérieur. Bénéfique pour la République en général et les Lualaba en particulier, les centres de négoce de Moussompo dans l'agglomération du village Misamba, situé à 10 km de Kolwezi, construit dans le projet quinquennal du gouvernement provincial du Lualaba, évolue à une allure engagée. En ce jour, le ministre provincial des infrastructures, Célestin Machata Kayembe, a dépêché son directeur des cabinets et l'équipe des experts techniques de la province à procéder à l'état des lieux des infrastructures, des voiries et bâtisses avant le lancement officiel des activités minières artisanales prévu incessamment. Ici, les travaux de drainage exécutés par la société Invest Congo sont à l'arrêt pour cause. Les maisons construites à la limite de l'enclos sont devenues un véritable casse-tête pour une évolution normale des travaux de construction des drains pour mieux canaliser les eaux. Après un SOS lancé à l'autorité provinciale par la société Invest Congo, commise à cette tâche déjà. Une délégation composée du ministre provincial des Affaires foncières, les directeurs des cabinets du ministère des infrastructures, représentants du ministre Machata Kayembe empêché, la direction technique de la province, le service de l'urbanisme et habitat, mais aussi le chef Misamba, était conduite par le directeur provincial de Invest Congo à l'endroit où l'obstruction a eu lieu pour des explications n'étaient claires en cas de refus. Après cette suivi logique, l'on procédera au décarpissement des habitants occupant l'espace illicitement. Question de permettre à la dite société d'exécuter librement le projet. Et puis, la direction provinciale de l'assainissement a poursuivi ce 22 novembre le reboisement sur certaines avenues dégarnies de la ville de Kolwezi, et ce, dans le double objectif de la sécurité contre les intempéries, ainsi que atteindre l'objectif d'1 milliard d'arbres plantés d'ici 2023, objectif fixé par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà qui met un terme à cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce mercredi pour une nouvelle grande édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.